Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Voilà, regarde un petit peu. Stan Leloup vient de sortir un livre, Votre empire dans un sac à dos. Alors pourquoi je te présente, toi, c'est pas dans mes habitudes, mais je te présente ce bouquin, il y a de bonnes raisons. Déjà, le bouquin, il est super, vraiment intéressant. Et la deuxième raison, c'est que j'ai eu la chance d'interviewer Stan Leloup avant la sortie de ce livre. Tu vas y avoir accès juste après. Voilà. C'est vraiment intéressant. L'interview, la forme, elle est de mon côté, c'est pas le top, mais le fond est vraiment très intéressant. J'ai voulu marquer le coup. Voilà, j'ai acheté 5 exemplaires de ce livre et j'ai décidé de t'en faire profiter. Voilà. Donc, si ça t'intéresse d'avoir un exemplaire, c'est très simple. Tu peux tenter d'en gagner un. Comment? Tu t'abonnes à la chaîne, puisque je fais gagner un abonné. Deuxièmement, il suffit de liker cette vidéo et puis de mettre un petit commentaire avec sujet, verbe, complément et puis les mots marketing mania dans ce commentaire. Ensuite, tu cliques sur le lien vers mon chatbot. Pourquoi? Il faut que je puisse te recontacter parce que YouTube c'est puissant, mais malgré tout, on ne peut pas recontacter les gens. Et puis, le chatbot va te poser une question subsidiaire qui va permettre de départager les gens. En quelle année Stan Leloup a-t-il découvert le marketing sur Internet? Voilà, il donne la réponse dans l'interview. Donc, tu regardes l'interview, tu réponds dans mon chatbot, voilà. Et puis, ça super, tu peux tenter de gagner un exemplaire où il y a quand même 250 pages d'informations incroyables. Voilà. Écoute, je te dis bonne interview et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. C'est vrai que je te remercie quand même de m'accorder cet entretien. Merci de ton invitation. Écoute, déjà peut-être que tu pourrais te présenter parce que bon, moi je te connais, beaucoup de gens te connaissent. Tu as quand même on va dire, je pense une des plus grosses chaînes, peut-être même la plus grosse chaîne YouTube sur le marketing. Mais il peut encore rester quelques personnes qui ne te connaissent pas, donc on pourrait peut-être faire un petit tour de qui tu es, tout simplement. Ouais, carrément. Donc, je m'appelle Stan Leloup. La chaîne YouTube qu'on vient d'évoquer, c'est la chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania, qui au moment on enregistre 295 000 abonnés, sur laquelle je fais des analyses et des études de cas marketing pour comprendre les ressorts marketing de plein de choses différentes, que ce soit différents YouTubeurs, que ce soit des groupes de musique, que ce soit des films, ou même parfois des politiciens. J'ai aussi un site qui s'appelle marketingmania.fr sur lequel on parle un petit peu des mêmes sujets. L'idée, c'est de comment est-ce que tu peux gagner de l'argent avec la psychologie humaine. Et finalement, je suis en train de sortir un livre qui s'appelle « Votre empire dans un sac à dos ». Ce livre, première question, c'est vraiment pourquoi ce livre? Pourquoi avoir cette envie? C'est vrai que beaucoup de gens qui sont dans le marketing, à un moment donné, ont cette envie d'exprimer sur le papier leur expérience. Et donc, quel est l'objectif de ce livre? Qu'est-ce que tu veux retransmettre dans ce livre? Je pense qu'il y a deux aspects, tu sais, à cette envie de faire un livre. D'abord, pour moi, il y avait vraiment un aspect, c'est un rêve de gosse. J'avais toujours voulu écrire des livres quand j'étais enfant. C'était mon truc que je disais aux gens, tiens, quand je serai grand, je serai écrivain. Et on me disait, tiens, c'était pas un vrai métier, quoi. C'est bien, tu feras des livres dans ton temps libre, mais tu vas faire aussi un vrai métier. Et je voulais vraiment écrire à l'époque. J'étais fan d'Heroic Fantasy. Je voulais écrire ce genre de livre d'Heroic Fantasy. Et donc, du coup, c'est toujours quelque chose qui m'est resté. Et puis après, évidemment, tu démarres dans le business en ligne, dans le marketing. Et puis, il y a des livres qui vont vraiment changer ta vie, quoi. Et il y a des livres comme, pour moi, Influence et Manipulation, comme les Boron Letters de Gary Albert, comme La semaine de 4 heures, par exemple. Des livres qui vont vraiment avoir un impact et où, quand tu vas repenser aux embranchements dans ta vie, c'est vraiment ces trucs-là qui vont sortir. Et donc, la puissance de faire un livre, c'est assez fou, tu vois. À un niveau où c'est pas vraiment une vidéo YouTube qui a changé ma vie. Tu vois, il y a plein de vidéos YouTube qui m'ont appris des trucs, qui m'ont donné des nouvelles idées. Mais changer ma vie, je pense qu'il y a des podcasts qui ont changé ma vie vraiment et des livres. D'accord, ok. Donc, tu vois, il y a cette envie personnelle de faire le bouquin. Et après, d'un point de vue plus de voilà, qu'est-ce que je veux transmettre et pourquoi est-ce que je fais ce livre aujourd'hui? Pour moi, la grande idée en fait de tout mon travail et qui se transmet aussi dans le livre, c'est que en marketing, on a souvent tendance à se concentrer sur pas mal de techniques et de hacks et de plein de choses. Mais moi, j'aime bien aussi revenir à cette idée de qui est de l'autre côté de l'écran et la psychologie humaine, et que parfois, le plus dur, au final, c'est de trouver le message qui va impacter la personne qui se trouve de l'autre côté de l'écran. Donc, c'est le message fondamental du bouquin.
mais aussi de mon travail, tu vois, de manière plus générale. C'est pour ça que j'aime bien prendre des études de cas qui sont un peu inattendues. C'est pour ça que j'aime bien regarder différents films et te montrer comment ça fonctionne dans un film et comment est-ce que, par exemple, la structure de storytelling dans un film hollywoodien fonctionne. Ouais, ouais. Ce qui te permet de comprendre, OK, cette structure, elle fonctionne ici et les gens reviennent film après film pour aller voir le prochain Star Wars. Pourquoi? D'abord, très Mhm. simplement, même si toi, tu n'es pas fan de Star Wars, c'est intéressant de comprendre pourquoi. Et ensuite, est-ce que tu peux utiliser cette structure dans ton propre projet euh, pour avoir ce même impact, pour avoir cette capacité à captiver l'attention des gens et la garder sur le temps? Ouais. Bah, en fait, moi bon, dans tout ce que tu écris, et enfin, c'est ça qui est intéressant, et c'est là où tu te différencies quand même pas mal, c'est cette partie justement psychologie, quoi. Le marketing lié à la psychologie. Je pense que de toute façon, comme tu dis, à un moment donné, tu es obligé d'être en frontal avec les gens, et on est obligé de passer par ce côté analyse de la psychologie qu'on retrouve dans les bouquins que tu as énoncés juste avant, hein. Bah, moi, ce qui est un truc qui a été très marquant pour moi, d'ailleurs, dans les bouquins que j'avais lus, c'est que un certain nombre des bouquins que je t'ai cités sont assez anciens, en fait. Donc, Ouais. Influence et Manipulation, il date de 84. Gary Albert, c'est des années 80. Il y a un gars qui s'appelle Claude Hopkins, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Scientific Advertising, qui est un bouquin assez influent dans le domaine du copywriting, qui a été écrit en 1926, quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, du coup, l'idée, c'est que quand tu lis ce genre de livre et quand tu as été formé, quand tu as grandi à cette école-là, c'est que tu es très conscient en fait de la différence entre le médium et le message, entre la technologie que tu utilises pour transmettre ce message et le contenu du message, entre le fait que tel gars écrivait des trucs sur papier, mais au final, le contenu du message qu'il avait, toi, tu peux l'utiliser aujourd'hui sur YouTube. Bien Et le sûr. fait d'être autant formé par des gens qui sont anciens, tu as assez conscience en fait, de la différence entre les deux et de ce qui est pérenne et de ce qui n'est pas pérenne. Donc, quand tu lis ces auteurs, parfois, ils te parlent de trucs qui sont totalement de quel timbre il faut utiliser pour envoyer ton courrier, des Ouais. différents types de magazines. Tu vois, c'est des trucs qui ne sont pas applicables. Et donc, dans ce cas-là, tu peux le voir, mais en même temps, la page suivante, ils vont t'expliquer, voilà, quand tu accroches l'attention de ton prospect, voilà ce qu'il faut faire et voilà de quoi il faut lui parler pour l'accrocher. Et là, du coup, c'est un truc qui est totalement valable. Donc, la réflexion que je me fais, c'est que si c'était valable en 1920, en 1960, en 1980, et c'est toujours valable en 2019, c'est plutôt probablement un bon pari de me dire que dans 10, 15, 20 ans, ça sera toujours valable. Et en fait, l'idée, c'est que la psychologie des gens, fondamentalement, évolue pas tant que ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a tout un revival récemment, par exemple, de la philosophie stoïque, tu vois, qui date d'il y a 2000 ans. Pourquoi? Parce que en fait, tu réfléchis que les problèmes que tu as au quotidien, de l'ego, de l'ambition, de la maladie, du deuil, c'est des problèmes qui sont un peu Ouais. qui durent, quoi. Et en fait, pour moi, tu vois, dans un simple point de vue d'écrire un livre, forcément, tu vois, j'écris un livre et je me dis, mon livre, j'aimerais bien que dans 5 ans, ce soit un truc où les gens le recommandent, les gens en parlent, et donc il faut aussi que ce soit quelque chose qui va durer. Donc, de toute manière, en termes de carrière, c'est clair que tu veux construire ta carrière le plus possible sur des trucs qui vont un petit peu durer, parce que sinon, tu es toujours en train de Ah courir ouais, après carrément, carrément, la prochaine technique. bien sûr. Et ça, c'est des compétences. Tu vois, le copywriting, c'est assez cool de voir que tu peux l'apprendre en fait sur des auteurs qui ont vécu il y a 45 ans, qui n'ont jamais connu Internet, et que c'est toujours valable aujourd'hui. Et tu dis, tiens, ça, c'est un truc où je ne sais pas où la technologie en sera dans 20 ans, mais je suis assez sûr que les compétences que j'ai développées aujourd'hui en copywriting seront toujours utiles, tant que de l'autre côté de l'écran, c'est des êtres humains qui prennent les décisions. Ouais, ouais. Tu penses pas que, enfin, globalement, c'est quand même. Est-ce que tu penses pas qu'il y a des gens qui le comprennent pas en fait, ça? Parce que là, je suis un peu j'improvise parce que c'est par rapport à ce que tu dis vraiment. C'est un peu incompris quand même, j'ai l'impression, parce que je passe mes journées à tenir ce genre de propos. Mais ça semble, toi, tu es dans la formation aussi, donc j'imagine que tu le côtoies. Ça a du mal à passer ce message finalement, vaut mieux avoir avec 100 personnes face à toi, tu peux convaincre autant que quelqu'un d'autre avec 100 000. Les gens sont très open sur ce genre oui, de travail où non, il y a vraiment tout à faire pour faire passer les gens à un niveau au-dessus et leur faire comprendre ça. Je pense que pour moi, c'est un des grands piliers de mon travail. D'ailleurs, la première formation que j'ai faite, c'était une formation sur le copywriting. Mhm. En fait, une des histoires que je raconte dans la page de vente de cette formation, c'est l'histoire de mon premier site. En fait, sur mon premier site, j'avais un vrai problème. C'était que j'étais sur un marché extrêmement concurrentiel qui était le marché de la séduction, où il y Mhm. avait des concurrents qui avaient 100 fois mon trafic, qui avaient
tous les résultats de recherche sur Google, qui avaient des rédacteurs à plein temps qui écrivaient des articles pour eux, qui avaient des domaines très anciens, etc. Donc, au final, j'étais à avoir quelques graines en fait, de trafic. Et la manière dont ça a fonctionné pour moi sur ce site, c'était de vraiment bosser mon copywriting, de vraiment bosser mon positionnement, d'essayer de développer des produits qui avaient une proposition de valeur qui était unique et qui n'était pas trop à ailleurs, des produits qui étaient aussi un peu plus chers et qui convertissaient bien auprès des gens. Et donc, avec ma petite audience et les petites graines les petites miettes que j'arrivais à récupérer ici et là, de pouvoir commencer à en vivre. Et ensuite, dans un deuxième temps, de pouvoir aller contacter ces plus gros concurrents et leur proposer de faire de l'affiliation, donc leur donner une commission sur la vente de mes produits. Et ça, évidemment, c'est basé sur le fait que tes produits, ils ont un bon taux de conversion et ils ont un bon revenu par clic, parce que sinon, ça ne les intéresse pas de promouvoir les produits de quelqu'un si ça ne va pas être rentable pour eux. Ouais. Et donc, j'ai monté quelque chose qui se basait beaucoup, effectivement, sur cette capacité à avoir un message qui est très précis. Et en fait, là où je pense que les gens font vraiment cette erreur, c'est que en voulant parler à tout le monde, tu ne peux plus faire ce message précis, en fait. Tu vois, c'est pas que c'est un problème de parler à un grand nombre de personnes, mais c'est tout simplement que si tu dois faire un message qui va parler à des millions et des millions de personnes, tu es obligé d'édulcorer très simplement, tu vois. Bon, on peut donner l'exemple le plus simple au monde, le plus évident. C'est que si tu parles de séduction et que tu veux parler à tout le monde, tu parles de séduction de manière neutre. Et voilà, si vous voulez séduire un homme ou une femme, d'un coup, tu peux lui dire grand-chose parce que, quoi qu'on en dise, l'expérience que va avoir un homme dans cette situation et l'expérience que va avoir une femme, c'est très différent. Donc, si d'un coup, tu n'es plus capable exactement de parler de la situation de ton prospect, comment est-ce que tu vas le convaincre? Et je pense qu'en creusant dans ces idées-là, donc tu vas faire, OK, les hommes, moi, c'était les hommes timides, qui avaient déjà lu beaucoup de conseils de séduction, mais qui n'arrivaient pas à les appliquer. Tout d'un coup, cet homme-là, je peux lui décrire très précisément son quotidien et sa situation et sa frustration, à un point où mon concurrent, qui a un trafic énorme, qui fait des promesses beaucoup plus larges, semble, en comparaison avec moi, qui est un avatar très précis à qui je parle, que je connais très bien et sur lequel je suis concentré, d'un coup, j'ai une promesse qui semble beaucoup plus réaliste, beaucoup plus accessible, beaucoup plus proche du problème de la personne au quotidien. Et le gars se répond, c'est vrai. Moi, mon problème, c'est pas de draguer l'ensemble de la planète. Mon problème, c'est que quand je suis sur telle situation, j'ose pas faire le premier pas. Et il y a un gars qui m'explique comment est-ce que je peux le faire. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que tu fais toujours bien de commencer sur quelque chose de petit, parce que ça te permet de faire une promesse qui va être réaliste et accessible. Et que la manière de gagner en marketing, c'est rarement de faire la surenchère sur les promesses. Et c'est une erreur que faisaient beaucoup de gens dans le domaine de la séduction, là où moi j'ai fait mes armes. C'est que la première personne te dit voilà comment séduire une fille, la deuxième personne te dit voilà comment séduire une fille en moins de 5 minutes, la troisième personne te dit voilà comment séduire une fille en moins de 5 minutes, si tu es gros et moche et pauvre, et ainsi de suite. Et tout d'un coup, ça devient en fait tout le monde est dans la surenchère et ça devient plus personne n'y croit et ça devient un marché qui du coup offre beaucoup d'opportunités pour des gens qui sont prêts à réfléchir de manière plus subtile en fait à ce que les gens recherchent vraiment. Et peut-être que c'est pas non plus, tu vois, c'est comme faire de l'argent sur Internet. La promesse qui marche le mieux, c'est pas simplement dire voilà comment faire 1 million et le deuxième mec te fait 2 millions, hein, le troisième mec te fait 3 millions plus une Lamborghini, tu vois. Et cette surenchère, à un moment donné, elle atteint sa limite. Et du coup, tu as des gens qui vont essayer de prendre le contre-pied de ça et qui vont mieux réussir en faisant une promesse qui est plus subtile. Bien sûr, oui. Ouais, c'est ce qui se passe dans le marketing, hein. De toute façon, on le voit, hein. Donc, c'est certain. L'écriture de ce livre, tu l'as fait. Comment tu l'as fait? Ça a pris du temps. C'est au quotidien, quoi. Parce que comme j'ai vu, enfin, c'est comme pas n'importe qui t'édite. C'est Édition Erol. Donc c'est quand même, on est quand même en haut des boîtes d'édition. Comment ça s'est passé un petit peu l'écriture, la relation avec cette boîte? Parce que bon, pour réussir, j'imagine que ça ne doit pas être si évident de se faire éditer, quoi. Ouais. Donc, entre le moment où j'ai eu l'idée d'écrire un livre et maintenant, il s'est passé 2 ans. Il s'est passé 2 ans. La première fois que j'ai parlé publiquement du livre, c'était, je crois, en janvier 2018. Ouais. Et là, on en est où il va être publié. Ça sera le 31 janvier 2020. Donc, il s'est passé 2 ans entre le moment où j'ai commencé à en parler et le moment où il sera publié. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il a fallu l'écrire et tout ce processus. Et il m'a fallu aussi trouver le temps de l'écrire. En 2018, j'avais fixé cet objectif d'écrire le livre. J'ai aussi fixé un deuxième objectif qui était d'atteindre un certain chiffre d'affaires. Et le truc, c'est que entre les deux, au final, j'ai fait le choix plus de court terme en 2018 et j'ai atteint mon objectif de chiffre d'affaires et je l'ai même dépassé. Mais j'avais très peu écrit sur le livre. En fait, j'ai commencé à écrire le livre
seulement quelque chose comme le 22 décembre 2018. D'accord, ok. 2018, du coup, le truc, c'est que j'ai pas, à un moment donné, je me suis pas dit, tiens, je vais passer 6 semaines pour écrire le livre et je vais mettre 6 semaines de côté. Parce que socialement, c'est ça que je voyais comme étant, si tu veux, l'engagement initial sur le livre. Je pensais pouvoir écrire un premier jet en 6 semaines, ce qui était déjà trop ambitieux. Mais je savais que de toute manière, je n'allais pas l'écrire à la sauvette entre deux tâches parce que ça allait durer trop longtemps et il fallait que je le fasse en immersion et que je bloque du temps pour le faire. Donc, c'était voilà, en termes stratégiques, quand tu es là à te dire, je vais bloquer 6 semaines, je vais tout mettre le reste en pause pour le faire. Forcément, c'est un choix qui a son impact et tu le pèses. Et en termes de chiffre d'affaires, tu te dis, voilà, tout ce que je pourrais faire pendant cette période, les vidéos que je pourrais faire sur YouTube. Donc, c'est un vrai choix que j'ai du coup pas fait en 2018. Ouais. Même si en 2018, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je suis rentré en contact avec l'éditeur Erol. Je leur ai fait une proposition de livre où j'ai quand même bossé sur le plan du livre, sur le pitch, sur le marché cible, sur l'angle, etc. Je leur ai fait une proposition du livre, donc sur un point de vue commercial de comment est-ce qu'on allait le vendre, de ce qu'il allait avoir dedans. Donc, c'était quand même un avancement. Et j'ai écrit comme ça le premier chapitre juste à la fin de l'année, sur les 10 derniers jours de l'année, j'ai écrit un premier chapitre. Mais du coup, je me retrouvais début 2019, je rempile mon objectif d'écrire le livre et aussi un autre objectif de chiffre d'affaires que du coup j'ai remonté. Mais je me retrouvais avec ces deux objectifs encore. Mais cette année, je suis bien déterminé à prendre un petit peu plus cette vue de long terme à 3 ou 5 ans et peut-être voilà, et prendre le temps en fait que ça va prendre d'écrire le livre. Donc, j'avais prévu à l'origine un premier jet de 6 semaines et ensuite un certain temps de relecture sur quelques semaines. Il s'avère que ça a pris plus longtemps que ça et que mes hypothèses initiales de la rapidité d'écriture que je pouvais avoir étaient trop généreuses, trop ambitieuses. Je pensais pouvoir faire 2000 mots par jour pendant 6 semaines à raison de 5 jours par semaine et de cette manière écrire 60 000 mots. Ouais. Il s'avère que j'étais plus sur une moyenne de 1200, 1300 mots par jour, ce qui veut dire que mon délai original n'était pas là. Il s'est ajouté ensuite un deuxième facteur que j'avais sous-estimé, c'est que les relectures ont pris plus longtemps que l'écriture. Donc, même au moment où j'avais fait le premier jet entier du livre et j'avais écrit ma conclusion, c'était un vendredi soir, je me souviens, j'ai terminé la conclusion du livre, donc j'avais terminé mon premier jet entièrement, c'est assez cool. Lundi matin, je repars, chapitre 1, et je repars du début sur l'ensemble des relectures. Et je me repars sur un processus en fait, qui va me prendre plus longtemps que l'ensemble de l'écriture parce qu'il faut tout relire et il y a plusieurs rangs d'écriture. Donc, je dirais que si je devais résumer combien de temps ça m'a pris sur les différentes tranches, la tranche initiale de 6 semaines que j'ai bloquée, et ensuite, essentiellement, je m'y suis remis sérieusement depuis le mois de juillet et au moment du mois d'octobre, c'est le moment où j'ai commencé vraiment à boucler les dernières relectures. Environ 6 mois de focus que j'ai mis dessus, donc presque la moitié de mon temps cette année est parti dans ce livre. Et je ne considère pas, tu vois, avoir traîné les pattes. Hein. Je considère avoir été productif pendant l'ensemble de cette période. Je n'ai pas eu de bloc de l'écrivain, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le temps que ça prend en travaillant vraiment dessus de manière diligente, en mettant l'effort, en mesurant tes résultats. Tu vois, chaque jour, je mesurais combien de mots j'avais écrits. C'est le temps que ça prend. C'est significatif. Ah oui, j'imagine, ouais, carrément. Et du coup, tu étais en solo, quoi. Même pour les relectures, enfin, la boîte d'édition, elle n'est pas là quand même pour un moment dire c'est toi, quoi, ou quand même il y a une aide, parce qu'on peut imaginer, enfin, dans ma tête, une boîte d'édition elle pourrait dire à un moment donné bon, bah super, on peut t'aider, non? Je sais pas si ça marche comme ça ou pas, quoi. Bah, après, le livre, tu vois, tu l'écris et c'est ton job de Ouais, l'écrire, ouais. quoi. Ok, ouais. Je veux dire, moi, les moments où j'ai eu de l'aide, c'est que les relectures, je crois que j'ai environ 6 versions différentes qui sont numérotées de relecture. D'accord, ok. Donc, j'ai écrit 6 versions différentes du livre sur les relectures successives. La première version, je l'ai juste écrite tout seul et je l'ai montrée à personne et j'ai juste écrit cette version, un premier jet, où l'objectif, c'est d'arriver le plus vite possible à l'issue de ton premier jet pour avoir quelque chose, tu vois, une matière. Parce que si tu es en train de réécrire et d'écrire en même temps, c'est là où les gens sont bloqués dans un marécage de livres où ils n'en sortent pas pendant des années. C'est quand ils sont en train d'écrire. Parce que si tu es toujours en train d'écrire et d'avancer, à un moment donné, mathématiquement, tu arriveras au bout. C'est au moment où tu commences à te relire et à modifier ce que tu as déjà fait et à du coup ne plus avancer, ne plus rajouter que tu te perds. Donc, du coup, ce premier jet-là, il est fait en ligne droite. Maintenant, deuxième lecture, je vais le reprendre du chapitre 1 et là, tout relire. Et essentiellement, plus qu'une relecture, c'est une réécriture. Ouais. Parce qu'il y a des chapitres qui sont plutôt bien et ils fonctionnent et tu vas modifier des trucs par-ci par-là, tu vas raccourcir un paragraphe, tu vas rajouter un exemple par-ci par-là. Mais globalement, ça fonctionne.
de temps en temps, tu arrives à un chapitre, tu dis, mais qui a écrit cet enfer, tu vois, où ça n'a aucun sens. Donc, du coup, tu coupes des sections entières qui n'ont aucun sens. Tu réécris des paragraphes et des paragraphes et des paragraphes sur des sections entières de ton chapitre pour redonner de la cohérence au tout. Tu restructures. Il y a des chapitres que j'ai divisés en plusieurs chapitres. Il y a des trucs que j'ai changé de place. Bon, tu vois, un vrai travail de fond. Et là, du coup, pour donner l'idée j'ai passé 79 heures de travail réparties sur 38 jours sur le premier jet. Rien que sur cette première relecture, je passe 64 heures en fait. Donc quasiment autant de temps que sur la première, juste pour tout réécrire, tout réorganiser, etc. Et là, encore une fois, ça, je le fais tout seul. Maintenant que j'ai ça, j'ai quand même tout organisé et je suis relativement content de ce que j'ai. Ce n'est pas parfait, mais je suis relativement content de ce que j'ai. Là, je vais montrer à mon équipe. Donc, j'ai 4 personnes qui travaillent à plein temps avec moi. J'ai un avantage avec eux, c'est que d'abord, c'est des gens que j'ai recrutés, à qui je fais grandement confiance, à leur intellect, à leur point de vue, à leur feedback. Donc, je vais leur donner le truc et je vais leur dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ils ont tout lu dans l'ordre et dans un Google Doc, ils m'ont mis les commentaires de ce qu'ils en pensaient. Donc, ça va d'éléments encore de structure qui ne sont pas encore là. Par exemple, ici, je trouve que tu ne donnes pas assez d'exemples dans ce chapitre pour illustrer ton propos, ou tous tes exemples, ils rentrent pas dans la même catégorie et je trouve que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, des trucs un peu de structure sur le contenu même et des trucs plus simples. Par exemple, dans cette phrase, on ne comprend pas ce que tu veux dire. C'est un peu flou, c'est un peu vague. J'ai dû lire 3 fois la phrase pour comprendre ce que tu essayes de dire. Okay. Donc là, tu vois, je vais avoir beaucoup de feedback extérieur de la manière dont les gens perçoivent et le fait que parfois ce que j'ai dans ma tête ne se traduit pas aussi bien sur la page ou n'est pas aussi clair et transparent. Ils n'ont pas la référence ou alors au contraire, ça, voilà. J'explique un truc qui leur semble évident. Voilà. Donc, je vais avoir beaucoup de retours là-dessus et eux, ils vont me faire un retour très détaillé, presque ligne par ligne. Il y a des passages où ils n'ont pas de retour, mais là, rien que pour implémenter les retours qu'eux m'ont fait, j'ai passé 26 heures. Donc là, je suis à un point où voilà, j'ai encore une fois une 3e version avec les retours qu'on m'a fait, une partie que j'ai réécrite, quelques phrases changées par-ci, par-là, etc. Maintenant, ça, je vais l'envoyer à l'éditeur qui va me donner des retours. Il s'avère que sur mon projet, l'éditeur avait relativement peu de retours tu vois, sur le fond. Ils ont fait beaucoup de corrections sur tous les aspects, évidemment, orthographe, syntaxe, grammaire, ponctuation, mise en page. Là, pour le coup, ils y passent un temps qui est significatif. Mais sur le fond, ils avaient pas des retours qui étaient énormes, à part voilà, sur certaines phrases où parfois j'ai utilisé une formulation qui, moi, me semble correcte, mais au final, ce n'est pas grammaticalement correct, etc. Mais l'éditeur n'avait pas ici de trucs à écrire. Alors, à quoi est-ce que c'est dû? C'est potentiellement dû au fait que par rapport à la moyenne des auteurs, j'ai quand même pas mal l'habitude d'écrire et d'écrire des choses qui sont longues et donc de structurer mes idées. Donc, même sur des vidéos que j'écris, je fais souvent des vidéos qui peuvent faire 4000, 5000 mots. Là, je suis en train d'écrire une vidéo qui fait 8500 mots. Donc, pour te dire, voilà, c'est grosso modo, j'ai l'habitude de faire des vidéos qui ont l'échelle à peu près d'un chapitre de livre. Donc, c'est peut-être un facteur qui fait que il y avait plein de trucs qui ne marchaient pas dans mon truc initial, mais il y en a pas mal que j'ai été capable de voir par moi-même. Et ensuite, les autres, mon équipe de 4 personnes a donné un feedback extérieur. Donc, l'éditeur est intervenu sur des détails plus là. Mais moi, je n'avais pas fini mon boulot à ce stade-là parce que, en fait, tout ce travail que j'avais fait, où j'avais passé des heures et des heures à travailler sur mon texte et à le relire, déjà, je suis à ma 3e relecture, mais je suis encore sur des éléments de structure. Et là, du coup, je vais passer sur plusieurs relectures qui vont de plus en plus affiner au niveau du langage. Donc, une fois que je trouve que la substance est là et la structure est là et les exemples sont là et j'ai un bon équilibre entre les concepts que je donne, les anecdotes que j'apporte, le storytelling, l'application des concepts, tu vois, j'ai un bon équilibre. Là, je vais raccourcir un paragraphe ici. J'ai 2 phrases, c'est un peu long. Je vais en faire une seule phrase. Je vais clarifier un certain terme, etc. Et donc, petit à petit, tu passes de… En gros, c'est comme construire une maison, quoi. Au départ, tu as le gros œuvre et tu fais des gros trucs et petit à petit, tu vas arriver sur la finition. Et à la fin, tu es en train de faire les petits détails. Mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. Tu peux être en train à la fois de faire les détails et à la fois de casser des murs et de reboucher des trucs. Et donc, à la fin, tu en arrives à un point où sur la dernière relecture, ici, le mot, il n'est pas terrible. On va changer ce mot-là, on va changer cette ponctuation, on va enlever un truc ici, on va rajouter un mot ici, une phrase ici. Tu vois. Donc, à la fin, tu es dans le détail et à un certain point, tu es arrivé à une asymptote où le truc, tu l'as revu tellement de fois et tu as eu le retour de différentes personnes qui n'ont plus de modifications significatives à faire. Et à ce moment-là, que tu dis, voilà, j'ai fini. Okay. Si on prend vraiment le contenu du livre, bon, toi, dans le livre, c'est quand même c'est l'entrepreneuriat, donc c'est d'aider, c'est quand même donner ton avis d'entrepreneur depuis des années sur aujourd'hui finalement, bon, quelqu'un qui démarre,
comment il doit procéder pour monter un business. Puisque si on prend le titre du livre, il en dit long, quoi, hein. Globalement, c'est monter un empire. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs, dans des chapitres, tu fais des allusions au fait de quelle manière lancer un business et sur le fait justement de ne pas, par exemple, recréer la roue et de ne pas chercher à avoir une idée phénoménale. Et c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve très souvent. Enfin, moi, je viens du monde des startups et c'est un vrai problème. Et donc, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu peux un petit peu, toi, ton avis vraiment, il est de chercher tout simplement à améliorer des concepts pour quelqu'un qui démarre aujourd'hui, quoi. C'est la question, hein. Comment on démarre aujourd'hui, tout simplement? Est-ce qu'on doit vraiment recréer, enfin, essayer d'avoir l'idée, ou est-ce qu'on doit, au contraire, peut-être copier, hein, des choses existantes et les améliorer? Comment tu vois la chose, toi? Il y a deux aspects que je vois ici qui sont intéressants. Le premier, c'est effectivement cette idée qu'en fait, un entrepreneur a vraiment une idée de génie. Elle est fausse, en fait. Et c'est cette idée, c'est aussi un petit peu une excuse qui est de dire, moi, j'ai pas la bonne idée, donc je peux pas démarrer. Aujourd'hui, tu regardes ce que moi je fais, explique-moi où est l'idée de génie. C'est-à-dire que je fais des vidéos sur YouTube où je parle de marketing et ensuite, les gens qui aiment bien mes vidéos, je leur propose des formations. C'est pas une idée de génie. C'est une idée assez simple que beaucoup de gens ont fait avant moi. Là où je l'ai fait bien, c'est que j'ai implémenté les choses en racontant des vidéos que les gens avaient envie de faire et des formations de bonne qualité que les gens ont envie de suivre. Mais il n'y a pas d'idée de génie. Et en fait, la créativité d'un entrepreneur n'est pas dans l'idée, mais dans le plan qu'il va utiliser pour se lancer. Donc, dans mon cas, la créativité, c'était comment est-ce que je fais en partant de zéro pour établir une audience. La créativité, c'était de trouver comment est-ce que je fais des vidéos YouTube qui vont intéresser les gens et que les gens vont avoir envie de regarder. Et ensuite, comment est-ce que j'écris des pages de vente qui vont leur donner envie d'acheter. Et ensuite, comment est-ce que je crée des formations qui créent un changement pour ces gens-là. Donc, la créativité, elle est souvent beaucoup plus dans l'implémentation de ce que tu fais et dans la résolution du problème qui se fait en face de toi avec relativement peu de ressources. Parce qu'évidemment, c'est facile de résoudre un problème si tu as des ressources qui sont infinies. L'intérêt d'entrepreneur, c'est que tu as un temps qui est limité, tu as des compétences qui sont limitées, tu as des ressources financières qui sont limitées et tu dois trouver avec relativement peu de pièces de Lego comment le faire. Et c'est pareil, tu as un Lego si tu as relativement peu de pièces de Lego et que tu essaies de faire un truc, c'est là où ça va vraiment te demander de la créativité. Ce n'est pas une idée de génie, c'est comment est-ce que tu vas combiner les ressources que tu as pour le faire. Le deuxième point sur la question de se lancer qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu vas réaliser que c'est pas cette idée de génie et que c'est souvent de recombiner des ressources que toi tu as déjà et en tout cas de trouver parmi ce que tu as déjà ce que tu peux faire, c'est que ton business va fonctionner s'il résout un besoin humain. Ouais. Et souvent, ces besoins humains, ils sortent pas de nulle part en fait. Les besoins humains, même si tu penses à une entreprise innovante comme Facebook, c'est un besoin humain de connexion. Bien Est-ce sûr. que Facebook, c'est vraiment une idée de génie? Il y avait déjà des réseaux sociaux avant. Il y avait déjà MySpace. Et fondamentalement, ce que Facebook te donne au départ, quand c'est un truc exclusif à Harvard, c'est un besoin social d'appartenance à un groupe. Si tu es sur Facebook, c'est parce que tu appartiens à Harvard. Et c'est aussi un truc de statut. C'est un truc cool où tu peux être sur Facebook. Et si tu n'es pas dedans, tu es en train de manquer. Ouais, Là, ouais. c'est un besoin humain qui est assez fondamental et assez ancien. Après, toute la créativité dans Facebook, c'est la manière dont eux, ils ont implémenté ce besoin et la manière dont ils ont pu le développer au fil du temps, avec le fil d'actualité, etc., pour rentrer sur des besoins humains. Mais si on regarde un autre produit, j'aime bien donner cet exemple. Si les gens te disent vraiment une idée de génie, c'est quoi? C'est Steve Jobs. C'est le mec le plus visionnaire, le plus créatif. Steve Jobs, il invente l'iPhone. Maintenant, si tu regardes la raison pour laquelle les gens utilisent un iPhone, c'est pour se connecter avec les gens, c'est pour se distraire quand ils s'ennuient, c'est pour trouver une info sur Google, c'est pour trouver le chemin sur Google Maps quand ils vont quelque part. Donc, tous les réseaux pour lesquels les gens utilisent l'iPhone ou un réseau social ou tout ce que tu veux, c'est pour des besoins qui sont assez anciens. Donc, il y a toujours un danger à te dire, il faut que je trouve une idée à laquelle personne n'a pensé et qui n'a aucun concurrent. Parce que souvent, la raison pour laquelle personne n'y a pensé et il n'y a aucun concurrent, c'est parce qu'il n'y a pas de besoin. Donc, tu as inventé un super produit, une super technologie qui fait un truc dont personne n'a besoin. Et ça, c'est souvent le piège. Si tu mets le besoin, si tu mets l'originalité devant le besoin que tu essayes de résoudre. Et souvent, il vaut mieux résoudre un besoin existant qui a déjà été prouvé, mais d'une manière originale, différente,
soit parce que tu as un produit qui est différent, soit parce que toi, tu as une personnalité qui est différente, soit parce que tu as une source de trafic qui est différente. Et il y a plein de manières d'attaquer ce problème. Il peut mieux résoudre un problème connu Bien sûr. avec une innovation qui est la tienne que d'essayer de trouver un problème que personne n'a jamais résolu, parce qu'il est peu Ouais. probable que ce problème que personne n'a jamais résolu existe vraiment. Je dis toujours qu'une bonne idée a toujours des concurrents, même si ces concurrents ne sont pas terribles. Parce que, mettons que tu vois, tu vends un logiciel, je sais pas, tu vends un logiciel pour les entreprises qui va leur permettre d'organiser les congés payés ou une histoire comme ça. Et supposons que tu pars du principe qu'il n'y a aucun concurrent sur ton domaine. En fait, tu vas découvrir que ces Oui, il y a pas entreprises, de si elles temps. ont besoin d'organiser les congés payés, d'une manière ou d'une autre, elles les organisent. Il y a probablement un Ouais. tableur quelque part, il y a un truc papier, il y a Jacqueline de la compta qui maintient une base de données. Alors peut-être que ton concurrent, la solution existante, elle n'est pas terrible, mais si les gens ont un besoin, bah, ils ont bien trouvé un truc à force de bout de ficelle pour résoudre ce besoin. Ouais. Et, Ça, et ça, c'est comme ça que tu vas penser. Si ça me les fait- gens n'ont jamais fait aucune action, ouais. vas-y, vas-y. Non, 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 c'est pour Non, tu viens de vraiment m'interrompre. aller dans ton sens. C'est juste, effectivement, ça en vient un petit peu à tester des idées. Et, euh, et au fait de, justement, le problème, c'est parfois s'imaginer le besoin des gens. Beaucoup de gens font cette erreur-là dans des projets en se disant je pense que cette personne a tel besoin. Et donc, je sais que tu en parles dans ton bouquin, tu parles aussi du fait de tester des idées, de paralléliser, voire même tester plein d'idées pour trouver la bonne. Et que, donc, ça me fait penser un petit peu à ce que, aller dans ce sens-là, en fait. Hein, à un moment donné, le besoin, il doit être réel et il faut trouver des techniques que tu expliques. Comment, justement, trouver des techniques pour tester rapidement des idées. Carrément. Et je peux donner un exemple, par exemple, récemment d'un truc que j'ai testé et qui n'a pas marché, d'un échec qu'on a eu récemment, et qui est un bon exemple parce que ça avait l'air d'une bonne idée sur le papier. Donc, en gros, moi, j'ai ma chaîne YouTube, je fais mes vidéos, etc. Et je vends des formations qui sont généralement des formations en ligne. Et une des formations les plus populaires que j'ai, c'est la formation qui s'appelle Copywriting Mania sur comment apprendre à écrire des pages de vente. Donc, je me dis, bah, tiens, comment est-ce que je peux faire pour étendre mon marché à d'autres personnes? Donc, voilà une idée. Et si je faisais un atelier à Paris en présentiel et on apprend aux gens en 2 jours comment faire leur page de vente. Donc déjà, de base, c'est assez intéressant parce qu'il y a déjà des gens qui font des ateliers du même type. Mais je pense que là, nous, on a une méthodologie particulière, ça peut être intéressant. Et puis récemment, j'ai 2 personnes dans mon équipe qui sont à plein temps sur le pôle de coaching et d'accompagnement et de consulting. Donc, je peux me dire, bah, tiens, je vais leur demander de gérer et d'animer cet atelier. On va essayer de trouver un lieu où on peut mettre 18 personnes, on va essayer de vendre 18 places. Et puis comme ça, ben, si ça marche, c'est cool parce que j'aurais trouvé un nouveau canal pour générer du chiffre d'affaires et potentiellement, je pourrais faire un événement tous les mois en rotation sur différentes formations. Potentiellement, il y a du potentiel. Et puis, comme les gens achètent déjà des formations en ligne chez nous, il y a peut-être des gens, peut-être 18 personnes sur tous mes abonnés qui peuvent être intéressés par ça. Donc, on a trouvé un lieu, on a lancé le truc, on a lancé une page de vente pour le vendre. Il s'avère que dans ma tête, je me disais, ce truc-là, potentiellement, je peux le remplir en quelques heures. Parce qu'en fait, 18 places sur mes formations en ligne, je peux les vendre en une demi-journée. Et en plus, il n'y a pas la même limitation. Puisqu'une formation en ligne, les gens savent qu'il y en a autant qu'ils veulent. Là, il y a vraiment 18 places. On dit peut-être que les gens vont se jeter dessus parce que c'est le premier atelier qu'on fait et qu'il y a plein de gens qui veulent peut-être ça et on le teste. Il s'avère qu'au bout de quelques jours, les places ne sont pas tant vendues que ça, c'est pas terrible. Donc, je me dis, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on a un peu creusé sur pourquoi est-ce que les gens n'étaient pas motivés pour le faire. Et on a aussi appelé les gens qui avaient acheté pour comprendre pourquoi. Essayer de comprendre ce qui se passe et quel est le besoin. Ce qu'on a découvert, c'est que les gens avaient beaucoup de plaintes sur le fait que ce soit du présentiel. Vous n'avez pas donné assez de délai, il y a des grèves ce jour-là, le week-end, c'est pas pratique, etc., etc., etc. Donc, les gens auront toujours des excuses à te donner, mais ce que ça te dit au final, c'est que le bénéfice pour eux, que ce soit en présentiel et d'avoir le formateur en personne, ne contrebalançait pas la contrainte de le faire à un certain jour, à un certain endroit, versus une formation en ligne. Ça, c'était le premier point qu'on a remarqué. Le deuxième point qu'on a remarqué, c'est que les gens qui regardaient cet atelier, beaucoup de gens disaient moi, je l'aurais pris si c'était Stan qui animait l'atelier. En l'occurrence, ce n'est pas moi qui animais l'atelier, mais des membres de mon équipe. Donc là,
voilà, encore une fois, c'est un point intéressant. C'est-à-dire que je n'avais pas forcément pris en compte euh, ce facteur, ou plutôt je l'avais pris en compte, mais je n'avais pas forcément mis le poids qu'il aurait dû avoir. Sachant que nous, on a tout ce pôle coaching et consulting qui est entièrement géré par mon équipe, et en l'occurrence Paul qui allait s'occuper de cet atelier. La différence, c'est que beaucoup de nos clients en coaching et en consulting sont déjà des gens qui ont suivi une de nos formations Mhm. et qui sont dans notre forum privé. Notre forum privé où Paul et les membres de l'équipe coaching sont très actifs. Donc, ils ont déjà une notion et une connaissance des gens qui vont les coacher. Alors que les gens qui vont juste suivre mes vidéos YouTube et suivre mes emails sur ma liste email n'ont pas forcément entendu parler d'eux de la même manière. Ouais. Le deuxième point, c'est que nos formations, enfin nos programmes de coaching et de consulting sont vendus sur un appel stratégique, un appel de vente. Donc, on ne te demande pas d'acheter avant d'avoir passé au moins 1 heure et demie au téléphone avec la personne qui va t'accompagner. Ce qui n'était pas le cas ici sur ce truc-là. Ah, ça, c'était le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est que du coup, on appelle les gens qui ont acheté. Les gens qui ont acheté, on leur explique voilà, pourquoi vous avez acheté. Et les gens me disent voilà, moi j'ai acheté parce que j'ai envie de me former au copywriting et j'ai envie d'être accompagné. Voilà, c'est déjà bien. C'est à peu près ce que nous on avait imaginé. On dit Ouais. voilà, est-ce que le présentiel c'est important pour vous Non, si la formation en ligne avait été dispo, je l'aurais prise, mais je vois qu'en ce moment la formation en ligne n'est pas disponible à la vente. Donc du coup, j'ai pris la formation en présentiel parce que c'est disponible directement et moi j'ai un besoin maintenant. Est-ce que vous avez envie d'accompagnement? Ouais, j'ai envie d'accompagnement. Est-ce que c'est important pour vous de le faire en personne? Pas vraiment. Bah, du coup, mon idée qui était super sur le papier, je me suis dit, ça va se vendre en 6 heures. Je la teste et par les retours réels des gens qui n'achètent pas ou les gens qui achètent et qui me disent que j'ai acheté, mais au final, j'aurais été beaucoup plus content avec une formation en ligne, je découvre que j'ai réussi, avec toutes mes idées de génie, à créer une offre qui est inférieure à celle que j'avais déjà. À la fois pour moi, parce que la logistique est beaucoup plus compliquée et puis je ne peux pas vendre autant de places sur une formation présentielle qu'une formation en ligne. Donc, c'est beaucoup plus compliqué en termes de logistique et en termes de personnel. Et pour les gens, que c'était contraignant de se déplacer et qui préféraient le faire à leur rythme sur une formation en ligne. Donc, voilà. Et la question, c'est est-ce que j'aurais pu identifier ce problème sans le faire? Probablement pas, parce que si j'avais dit en théorie, les gens m'auraient dit ouais, ça pourrait m'intéresser, pourquoi pas, why not. C'est que le moment où je vais commencer à leur dire ben voilà, c'est le 7 et 6 décembre à Paris, prenez vos billets, réservez vos trucs, que tout d'un coup les problèmes sortent, ah bah Ouais. non, le week-end, non, ça m'intéresse pas trop, ah bah non, finalement, et c'est pas Stan qui s'en occupe, tu vois. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai perdu là-dessus? On a passé avec mon équipe quelques jours à écrire une page de vente. On a passé un petit moment à trouver un lieu. Mhm. Et bah, j'ai passé quelques heures à écrire des emails pour l'annoncer à ma liste. Mm. C'est à peu près tout. Voilà. Donc, il y a du temps qui est perdu, mais il faut Ah. comprendre ici que voilà, c'est un truc tu vois, qui est assez asymétrique. Parce que le temps qui est perdu, il est limité. Voilà, c'est pas très grave. On peut se tirer, voilà, on peut se permettre de perdre quelques jours sur un projet pour le tester. Inversement, si ça avait marché et quand un projet de ce type fonctionne, c'est un truc qu'on aurait pu répliquer et qui aurait pu devenir un pilier de notre business pendant des années. Et en Ouais. fait, plein de trucs que moi je fais aujourd'hui, à commencer par ma chaîne YouTube, où au départ commençait comme étant un test que je faisais en marge, parce que je me dis ça pourrait peut-être être intéressant et donner quelque chose en marge de mon business actuel. Bien sûr, ouais. Non, mais le truc, en fait, c'est véritablement, c'est qu'à la base, les fondations sont bonnes. C'est-à-dire que toi, tu lances quelque chose, tu as une mailing list, tu pousses, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tu rebondis, tu vas autre chose. Le problème du risque, c'est les startups qui mettent 1 an à développer un projet, Mm. arrivent au bout, et là, ils appuient sur le bouton, il n'y a pas de retour. La notion de risque, Mm. elle est énorme. Et il y a Ouais. encore beaucoup de gens qui ont, même dans les startups, il y a encore beaucoup de gens qui passent un temps considérable pour déployer, au lieu de tester des petites idées, passent à des équipes à temps plein pour à la fin appuyer sur le bouton et ne pas avoir ce même retour à ce moment-là, tu n'as pas eu. Hein, mais globalement, eux ne peuvent pas rebondir. C'est quand même un vrai problème, quoi. Bah, à ce niveau-là, effectivement, il faut réfléchir en termes de ce que les Américains appellent le MVP, quoi. La version minimale de ton produit. Comment est-ce que le plus rapidement possible, tu peux arriver à vendre quelque chose? Donc, effectivement, pour nous, on fait ces formations-là, on peut assez rapidement arriver à un point où, en fait, la version minimale du produit, c'est d'avoir plus ou moins une salle. Et encore, vous pourrez trouver la salle si les places se vendent. Ça pourrait être fait. Tant qu'on dit que c'est à Paris, probablement, on aurait pu le vendre comme ça. Et d'avoir écrit une page avec la description de ce que c'est, de ce que ça propose.
Mais là où les gens font la même erreur que les startups que tu proposes, c'est les gens qui veulent créer des formations, qui vont créer l'ensemble de la formation Ouais, et ensuite essayer de la vendre. bien Et là, sûr. les gens peuvent aussi passer 3 à 6 mois sans problème à créer une formation en isolation totale et après se réveiller et se dire bah, comment est-ce que je vais vendre ce truc-là. Et moi, dans ma carrière, je n'ai jamais sorti une formation sans la prévente. Tu vois, ça fait partie de ce truc, ou même si peut-être aujourd'hui, je pourrais me le permettre, ça fait partie de ce truc où je me mets cette discipline. Bien sûr. Je ne vais pas tomber amoureux de ma propre idée parce que l'idée a l'air cool dans ma tête, ça veut dire qu'elle est cool pour mon client. Non, je vais me forcer à me dire, avant même de créer la formation, je vais écrire une page de vente pour cette formation. Ce qui va me forcer à réfléchir de manière assez profonde aux besoins que je résous, aux problèmes que je résous et à la raison pour laquelle les gens vont l'acheter. Donc, ça va déjà rendre le produit meilleur. Et ça, c'est l'idée qui vient aussi de chez Amazon, ou chez Amazon, quand tu veux lancer un nouveau produit ou une nouvelle fonctionnalité sur Amazon, un truc qu'on te demande, c'est d'écrire un communiqué de presse. D'accord. Un communiqué de presse pour vendre ton idée. Et l'idée, c'est qu'en te forçant en amont à réfléchir à comment est-ce que tu vas présenter ton idée, ça va te forcer à réfléchir à pourquoi est-ce que les gens vont vouloir cette idée et réfléchir de manière assez claire à bah, si tu n'es pas capable d'expliquer pourquoi les gens vont vouloir ce truc, peut-être qu'il ne faudrait pas le faire. Ouais, carrément. Ouais. Et inversement, ça va te dire que, voilà, quelle fonctionnalité, etc., est-ce que tu veux mettre. Donc, c'est pour ça que moi, je me force toujours à faire une prévente et à avoir une page de vente qui est faite en amont. Ça me force aussi à faire des sondages, à creuser dans les besoins des gens pour pouvoir savoir quoi dire sur ma page de vente. Sinon, je ne sais pas quoi dire sur la page de vente si j'ai aucune idée à qui je m'adresse. Et ça va me permettre, évidemment, d'avoir des retours des gens au fur et à mesure de la création du produit. Donc, je ne crée pas mon produit tout seul dans mon coin. Je crée généralement sur une formation module par module et je vais essayer toutes les semaines de publier quelque chose. Donc, les gens qui ont acheté la formation, ils ont tranche par tranche toutes les semaines des trucs qui se débloquent, ils me donnent mes retours. Donc, j'évite de partir dans un truc complètement en dehors de ce qu'eux, ils veulent. Ça me permet de venir au fur et à mesure et d'ajouter les réponses aux questions qu'ils peuvent avoir. Et ça me permet d'ajuster par rapport au type de client que j'ai, aux besoins que j'ai en temps réel, tu vois, sur la création de mon produit. Donc, ça rend le produit meilleur. Et les gens qui ont préacheté sont généralement très contents d'avoir préacheté parce qu'ils ont un contact direct avec moi et ils ont l'impression d'avoir un impact sur le produit, ce qui est vrai, un impact que n'aura pas une personne qui arrive après la bataille. Et donc, pour les gens qui sont vraiment des fans, bah c'est gagnant-gagnant. Pour moi, c'est gagnant parce que ça me rassure sur le potentiel de mon produit. Ça me motive à continuer à travailler parce que j'ai des retours au quotidien. Et c'est un truc qui m'a vachement manqué sur le livre, de ne pas avoir ces retours au quotidien. J'aurais bien aimé, tu vois, pouvoir publier un livre chapitre par chapitre et d'avoir des retours au fur et à mesure. Et ça m'aurait vachement aidé. Après, tu vois, c'est le modèle de l'édition qui est différent. Mais tu vois en quoi, sur une formation, je suis content de l'avoir. Après, sur un produit qui est technique, c'est vachement plus difficile de le faire. Mais parfois, c'est possible et parfois, il y a de la créativité où tu vois comment est-ce que certaines entreprises arrivent à creuser sur le besoin de leurs clients jusqu'à trouver l'essence même de leur produit sur un truc qui est fonctionnel, mais qui n'est pas encore tout ce que les gens voudraient, mais qui a quand même un petit cœur de fonctionnalité. Donc, qui peut déjà être lancé, qui peut déjà être testé sur un certain marché, qui peut déjà avoir des feedbacks. Et tu passes de peut-être que tu vois, au lieu de passer 1 an à bosser sur le produit, tu peux passer 3 mois et le lancer au bout de 3 mois, ou tu peux passer 1 semaine et lancer un truc embryonnaire au bout d'une semaine. Et ça, c'est vraiment compliqué à accepter, notamment pour les gens qui vont avoir ces mentalités d'ingénieur, Ah ces ouais, carrément. mentalités d'optimisation. Et dire, je vais lancer un truc qui est à moitié mal foutu Bien et qui est sûr. à moitié fonctionnel, tu vois. Mais c'est aussi quelque chose qui… C'est aussi pour ça que le fait d'avoir cette mentalité, ce modèle mental et de se forcer, OK, ce truc-là que j'ai pensé lancer en 6 mois, est-ce que je peux le faire en 3? Si je peux le faire en 3 mois, est-ce que je peux le faire en 6 semaines? Est-ce qu'il y a une version que je peux lancer en 48 heures? C'est plutôt une bonne discipline Ah parce que oui, tu peux souvent avoir un truc plus petit. bien sûr. Mais je pense sincèrement, enfin là, les gens qui écouteront, qui verront ce que tu dis, je pense que vraiment, c'est un conseil, enfin, c'est un conseil énorme, quoi. Être capable de faire ce que tu dis, de réduire ce temps, le time to market en fait, hein, le time to Mm. market, et être capable de lancer rapidement quelque chose, une idée, et de le mettre en live, quoi, en prod, hein. Je pense que vraiment, si les gens se mettent à faire ça, que ce soit dans l'infoprenariat, dans tous les domaines en fait, hein, même un e-commerce, hein, même les gens qui nous écoutent et qui sont peut-être même à faire du dropshipping, il y a beaucoup trop de gens qui font des plans sur la comète tout simplement. Alors qu'avec cette vision pragmatique,
eh bien déjà, tu peux tester, et puis tu vois rapidement si ça mord ou pas, quoi. Carrément. Moi, du coup, je travaille sur un concept qui m'est très cher, qui s'appelle la méthode des 90 jours. Et c'est l'idée de faire des plans d'action sur 3 mois. Tu peux avoir une vision long terme, et j'ai une vision long terme de là où j'ai envie d'amener mon entreprise. Mais on va être certain qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de te dire ce que je vais être en train de faire en juillet 2020. En revanche, sur un horizon de 3 mois, je peux définir les actions que j'ai envie de faire et pouvoir ajuster tous les 3 mois. Ce que ça veut dire, c'est que chaque année, tu as 4 opportunités d'établir un nouveau plan en fonction des résultats que tu as eus. Mais en même temps, ça veut dire que sur les 3 mois, tu as intérêt à mettre en place tes actions et avoir des résultats. Sinon, dans 3 mois, tu ne seras pas plus avancé. Ouais. Donc, ça donne aussi une idée du tempo. Et ça donne une idée que dans les périodes, et moi, il y a eu des périodes où j'avais une période de transition où je n'étais pas sûr de ce que j'allais faire ensuite, notamment quand je suis passé de mon premier business, qui était un business de séduction, au business marketing mania. Il y a eu une période d'environ 1 an et demi pendant lequel j'ai testé différentes idées, en fait, différentes itérations du site Marketing Mania, qui est passé d'un site qui faisait un service d'A/B testing, un service de pub Facebook, à un service de pub Facebook, mais pour un marché différent, à des formations, plus ou moins, sur un horizon d'1 an et demi. Donc, du coup, entre-temps, j'ai testé plein de modèles différents, j'ai testé de faire des partenariats avec des agences, j'ai testé différentes choses tous les 90 jours. Mais du coup, j'avais un certain niveau de rotation. Même si j'étais dans le flou pendant un certain nombre de mois, j'avais des rotations et je savais grosso modo ce que j'allais accomplir sur les 3 prochains mois et ce que j'avais mis en place. Donc, j'avais ce côté où je pouvais à la fois être flexible, puisque 4 fois par an, tu peux quand même réévaluer ta stratégie et réorienter selon les résultats qui sont prometteurs dans un domaine ou dans un autre. Donc, par exemple, quand moi, j'ai commencé à avoir des résultats prometteurs dans la création de contenu, j'ai passé de plus en plus de temps à faire de la création de contenu. Quand j'ai commencé à avoir des résultats prometteurs sur YouTube, j'ai passé mon temps de création de contenu d'articles vers YouTube, donc en ajustant au fil du temps. Mais en même temps, 3 mois, c'est quand même quelque chose où tu t'engages. Donc, c'est pas je me lève le matin et je vais partir sur l'impulsion du jour. Et ça, je pense que c'est aussi un problème. C'est que si tu veux faire une chaîne YouTube et que tu fais 3 vidéos et que tu passes à autre chose et tu te lasses, ben, ce n'est pas assez pour avoir des résultats. Il faut que tu puisses avoir mis suffisamment d'efforts pour avoir une idée si tes efforts ils payent ou non. Et Mhm. pour ça vaut le coup de dire je vais passer 3 mois. Donc, je vais passer 3 mois à prospecter des clients. Je vais en baver un petit peu, mais au bout de 3 mois à prospecter des clients, j'aurai une bonne idée de si mon service il a de la demande ou pas, parce que j'aurais quand même pu tester différents marchés, différents types de clients. Et si au bout de 3 mois, je décide que c'est l'enfer et que prospecter ça ne marche pas, ben, je peux faire autre chose, mais j'aurai un vrai point de données. Tu vois. Mais en même temps, voilà, je pense que c'est le bon équilibre entre les deux. Et quand tu pars de ça, bah, ça veut dire que sur une année, tu as 4 opportunités de trouver une nouvelle idée et de tester un nouveau truc. Et quand tu Ouais, as c'est testé ça. comme moi 4, 5, 6 idées différentes sur 1 an et demi, bah, à un moment donné, tu as un truc qui va marcher, qui commence à donner des bons résultats. Tu dis, OK, bah, je vais prendre ce truc. Comment est-ce que je peux le construire sur ce que j'ai? Tu as une graine qui prend, bah, tu vas l'arroser, tu vas continuer à construire. Et moi, je suis arrivé là où je suis pas mal par opportunisme, en testant différents trucs qui ne marchaient pas, qui marchaient vite fait, qui marchaient un peu, qui marchaient, mais qui m'ont saoulé au bout d'un moment. Je n'avais plus envie de faire ça, donc j'ai testé différentes choses, etc. Jusqu'à trouver une bonne alchimie entre une source de trafic, une offre, et du coup, bah, rempiler dessus. Et ça fait là plusieurs années que je rempile dessus, avec du coup l'effet boule de neige qu'on connaît, notamment sur YouTube, où plus tu réinvestis dans cette stratégie au fil du temps, plus tu vas avoir des résultats qui vont venir derrière. Bien sûr. Toi, aujourd'hui, si on va, les gens qui veulent monter un business, si parce que l'idée, c'est quand même à un moment donné, tu parles souvent du fait de l'étudiant, toi-même, tu as arrêté tes études, hein, je crois. Hein. Tu as Ouais. arrêté parce que tu as voulu te lancer, quoi. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est quand même une vraie volonté de devenir indépendant. Toi, qu'est-ce que tu conseilles vraiment? Parce qu'il y a quand même toujours comment je démarre, quoi. Toi, aujourd'hui, en gros, la question, c'est si tu devais redémarrer, comment tu t'y prendrais à l'aube de 2020? On va arriver en 2020. Toi, ça fait quelques années que tu fais ça. Les choses ont évolué. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Et comment tu t'y prendrais pour quelqu'un qui veut faire comme toi, tout simplement? Un truc à savoir, c'est que moi, quand j'ai commencé en 2012 à m'intéresser au marketing sur Internet. Et en 2012, les gens avaient déjà l'impression que toutes les niches étaient saturées et que plus personne ne pouvait réussir. Et je pense que tu as toujours cet effet où on a toujours l'impression que c'est bouché et que c'est fini et que tous ceux qui sont visibles aujourd'hui ont commencé il y a 5 ou 7 ans.
Mais c'est aussi dû au fait que les gens, ça prend un moment avant d'entendre parler en fait d'un entrepreneur. Et le moment où la personne commence à raconter sa success story, c'est souvent que la personne a commencé il y a 5 ans, il y a 7 ans. Donc, je pense qu'il y a un effet aussi de délai là-dessus et qu'il est toujours temps de démarrer et qu'il y a des trucs qui deviennent plus faciles, notamment tous les aspects techniques deviennent de plus en plus faciles au fil du temps. La création de sites, l'emailing, la création de vidéos, les outils qu'on a, surtout ça deviennent vraiment de plus en plus faciles à aborder. Mais ça veut dire qu'aussi, il y a aussi plus de concurrence sur différents marchés puisque c'est plus facile de se lancer. Donc maintenant, ça déplace toute une partie de la concurrence du point de vue technique vers le point de vue marketing et la capacité à communiquer et à se différencier. L'autre facteur qui est important là-dessus, c'est que l'économie du web est toujours en train de grandir. Les gens achètent de plus en plus de produits sur Internet, se tournent de plus en plus vers Internet pour se faire coacher, pour se former, pour différents outils. Donc, c'est aussi le gâteau grandit. Et le gâteau grandit, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de petites niches qui deviennent viables. Donc, je ne sais pas si en 2002, tu pouvais gagner ta vie avec un blog sur le jardinage, mais c'est clair qu'aujourd'hui, tu peux parce que tu as tellement de moyens différents de le Ouais. monétiser entre le dropshipping, l'affiliation, la vente de formation, tu vends tes propres produits, tu as du sponsoring, de la nouvelle machine à tondre le gazon, etc. Donc, beaucoup d'idées qui étaient compliquées avant parce que le marché n'était pas encore mature deviennent viables et les marchés qui ont été matures depuis longtemps, comme gagner de l'argent, la séduction, la perte de poids, elles sont tellement gros que tu peux trouver une fraction infime du marché et faire un truc qui est cool dans ton coin et potentiellement après le grossir au fil du temps. Donc ça, je pense que c'est l'aspect à avoir sur la manière de commencer. Moi, concrètement, comment je commencerai aujourd'hui? Je pense que ce que j'essaierai de faire, c'est de développer une certaine compétence. Parce que je crois beaucoup à cette idée de compétences profondes. Les compétences profondes, c'est une compétence qui est rare parce qu'elle est difficile à t'approprier. Il faut beaucoup de pratique pour l'avoir. Et donc, n'importe qui ne peut pas l'avoir en quelques vidéos YouTube. Elle est précieuse. Donc, elle aide un business soit à gagner de l'argent en vendant plus, soit à créer de la valeur directement pour ses clients. Et c'est une compétence qui est transférable entre différents business. Donc, la compétence profonde qui est la plus importante pour moi, c'est le copywriting, la capacité à écrire des pages et des emails de vente qui vont être persuasifs. Parce que c'est une capacité que j'ai passé des années à pratiquer et que pour l'apprendre, il faut passer des années à pratiquer. Donc, relativement peu de gens l'ont et elle est assez rare et elle est utile sur différents domaines. Une autre compétence, par exemple, ça serait la capacité à vendre au téléphone ou une capacité à créer du contenu. Par exemple, si tu es un podcasteur ou si tu es un YouTuber et que tu pratiques pendant des années, tu vas devenir meilleur à la fin que tu l'étais avant. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement court-circuité. La capacité, si tu es un excellent référenceur, c'est aussi une compétence qui est profonde, qui s'acquiert sur différentes années avec de la pratique. Si tu es un excellent conférencier pour parler sur scène devant un public, c'est aussi une compétence profonde, etc., etc., etc. Il y a plein de compétences différentes que tu peux acquérir et qui sont des compétences qui s'acquièrent par la pratique. Moi, ce que je dirais, c'est de commencer à pratiquer une de ces compétences et commencer par faire du service, aller essayer de la vendre en B2B à différentes entreprises, essayer de trouver un marché cible bien précis qui peut être intéressé par cette compétence. Donc, par exemple, une compétence profonde qui pourrait être intéressante si je devais débuter aujourd'hui, ça serait vraiment d'apprendre l'emailing, les séquences email, la segmentation, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on écrit les emails, qu'est-ce qui marche, comment est-ce qu'on se segmente, etc. Et ensuite, aller voir différentes entreprises, essayer de trouver un marché où je peux mettre le pied dans la porte. Alors souvent, ce n'est pas opportuniste, mais moi, j'ai commencé, pendant un moment, une de mes compétences, c'est la pub Facebook et je faisais de la pub Facebook pour un marché bien spécifique. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que par hasard, j'avais trouvé un client dans un certain domaine. Donc, j'ai découvert qu'il y avait un besoin. Grâce à ce client, j'ai pu démarcher d'autres personnes dans ce domaine et je me suis spécialisé presque par hasard sur un certain domaine de pub Facebook. Donc, j'essaierai de faire la même chose sur une compétence de ce type-là. Ça me donne deux choses. D'abord, ça me permet de m'exercer sur différents projets avec mes compétences. Ça me permet de commencer à générer du revenu relativement rapidement et ça me permet de pratiquer cette compétence qui peut-être plus tard me permettra de faire levier sur un autre business. Tout comme la compétence de copywriting que j'ai pratiquée à l'origine sur mon site de séduction, puis ensuite pour des clients en tant que consultant, m'aide aujourd'hui à écrire mes vidéos et à écrire mes pages de vente. Ouais. Mais tu ne peux pas forcément en jour 1 directement avoir la compétence et être meilleur que les autres. Donc, j'essaie de trouver un moyen de pratiquer cette compétence à la fois et à la fois d'avoir un service et de commencer comme ça, d'essayer de trouver vraiment une niche sur laquelle je peux opérer.
même si mon idée finale, ça ne sera jamais de faire un service et d'être consultant parce que ça ne convient pas forcément moi trop à ma personnalité. Moi, j'aime bien être un peu dans mon coin et faire mon truc. Et c'est pour ça que je parle de votre empire. Tu vois, j'aime bien bidouiller mon petit truc dans mon coin. C'est ça qui me plaît. Mais je pense que ça a vraiment de la valeur de commencer comme ça parce que ça te force à être au contact avec les gens et vraiment à mettre tes compétences à l'épreuve. Et donc, sur un horizon de temps, voilà, j'essaierai d'identifier les opportunités qui me viennent par mon travail et essayer de voir est-ce que je peux développer mon propre business, que ce soit dans l'e-commerce, que ce soit dans la formation, par rapport aux opportunités, commencer à tester différentes idées à côté. L'idée ici, ça serait de dire, une fois que tu as établi ton revenu en tant que consultant, essaye de trouver un moyen de vivre en travaillant comme consultant 4 jours par semaine, donc 80% de ton temps, et de mettre 20% de ton temps à peut-être créer du contenu ou tester d'autres projets qui peuvent être des produits de plus long terme. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais dans la pub Facebook. Je faisais la pub Facebook pour mes clients et puis j'écrivais des articles à côté, je faisais des podcasts, voilà. J'ai commencé à faire des vidéos, je testais différents trucs sur le temps qui me restait en me disant que de toute manière, voilà, je n'étais pas pressé. Et donc, tu vois, même si mon objectif final, c'est de faire un business de contenu potentiellement où je peux y créer du contenu parce que c'est moi, c'est ce qui me fait kiffer, il y a beaucoup de valeur à commencer en tant que consultant et à t'exercer là-dessus, à commencer avec de toute manière une idée plus modeste que tu peux appliquer de manière plus directe. Tu vois. Et pour tous les gens qui ont une grande idée de business, peut-être que ta grande idée de business, elle est super cool, mais que toi, tu n'es pas encore suffisamment expérimenté en tant qu'entrepreneur pour l'exécuter. Tu vois, il y a des idées, quand tu penses par exemple à Elon Musk, au projet qu'il fait sur Tesla, etc., bah, tu sais bien qu'il ne pourrait pas les faire en jour 1 entrepreneur. C'est parce qu'il a déjà monté une boîte PayPal avant, qu'il a appris ses compétences. Et avant de monter PayPal, il avait fait une autre boîte. Donc, il a eu, tu vois, différentes étapes. Et donc, peut-être que le premier projet qu'il aurait fait, il devrait peut-être être un peu plus modeste, un peu plus simple, un peu plus direct, un peu plus moins créatif, moins original, mais un peu plus les mains dans le cambouis sur différents projets. Monter ses compétences entrepreneuriales à la fois internes, de mentalité, de productivité, et à la fois externe, de vendre, de se pitcher, de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, de comprendre l'email marketing ou le copywriting ou toute autre compétence que tu as, et te servir de ça comme une première marche vers autre chose. Et du coup, de ne pas te mettre la pression de te dire il faut que j'ai un truc énorme ou comment est-ce que je vais être concurrent avec tous ces gens qui sont déjà bien établis. Parce que si tu commences jamais, tu vois même, tu peux jamais être bien établi. Donc, autant prendre une idée qui est plus modeste à l'origine et te dire que tu seras concurrent avec les gens qui sont établis une fois que toi-même, tu auras développé les compétences qui vont permettre de l'être. Ouais. Mais toi, enfin, bon, comme moi, tu as une vision très pragmatique de tout ça. Maintenant, il y a une espèce de, sur YouTube principalement, mais une espèce de course à la simplification et à un discours inverse qui dit globalement, tu peux travailler sans rien, tu peux gagner de l'argent sans rien faire. Euh, Ça, c'est, qu'est-ce que tu en penses de tout ça globalement est-ce que un entrepreneur aujourd'hui, quelqu'un qui se lance, c'est un peu le piéger, hein, on parasite un petit peu la vraie vision d'entrepreneuriat. Pour moi, l'entité d'intérêt, c'est vraiment de comprendre le concept de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que s'il y a une stratégie qui te permet de gagner de l'argent sans rien faire, forcément, beaucoup de gens vont avoir envie de le faire. Donc, beaucoup de gens vont se mettre sur cette stratégie. Du coup, elle va devenir très concurrentielle. Et donc, du coup, tu ne pourras plus gagner de l'argent sans rien faire parce que tu vas travailler dur pour t'en sortir. Donc, la vérité, c'est qu'il est possible de gagner de l'argent sans rien faire si tu as quelque chose à mettre sur la table. Soit tu as une compétence incroyable qui t'a permis de construire quelque chose que personne ne peut concurrencer, ou plus probablement, tu as travaillé pendant longtemps pour accumuler un certain capital que tu vas pouvoir investir d'une manière ou d'une autre. Tu as un actif qui fait levier pour toi. Donc moi, dans mon cas, moi, je travaille beaucoup. Mais en théorie, il serait possible pour moi de travailler quelques heures par jour, créer mon contenu, faire mes emails et avoir terminé tous les jours à midi. Il s'avère que je ne fais pas le choix de le faire pour des raisons qui sont des raisons des objectifs que j'ai, mais il serait possible de le faire. Maintenant, il est possible de le faire uniquement parce que j'ai déjà ce levier sur l'audience, voilà, qui est un actif essentiellement. Un actif, comme tu pourrais avoir des appartements que tu peux louer, c'est un actif. Tu vois. Donc, je pense qu'il faut le voir en termes d'offres et de demande. Et que oui, il y a des gens qui peuvent travailler moins, et c'est vrai, même s'il y a beaucoup de rêves là-dessus, il y a beaucoup d'enfume, c'est-à-dire que OK, tu travailles depuis la plage, mais une fois par an, tu travailles depuis la plage, et puis le reste du temps, voilà, tu bosses. Quoi. La plupart des gens qui réussissent bossent, et la plupart des gens qui sont visibles bossent, et même les gens qui te vendent un peu le lifestyle ont tendance à bosser pas mal. Ouais. Je le sais parce que je connais beaucoup de gens dans ce milieu, et je sais à peu près comment les gens fonctionnent, et je sais aussi, même si les gens
voient pas le travail que ça prend nécessairement de maintenir une boîte comme la nôtre. C'est il y a quand même du boulot derrière les coulisses et je sais le niveau de travail que ça demande. Donc, il y a ce niveau-là. Mais ensuite, si tu veux avoir ce style de vie que beaucoup de gens désirent, même le style de vie que moi j'ai, même si je travaille beaucoup, c'est quand même un style de vie qui est désirable, ne serait-ce que par le fait que je fais mon propre calendrier et puis j'ai ma créativité. Essentiellement, je vis de mon contenu et de ma création, donc c'est assez cool. Beaucoup de gens auraient envie d'être à ma place, donc j'ai bien conscience que pour maintenir ma place et pour la mériter, il faut que j'apporte quelque chose que peu de gens peuvent apporter. Il faut qu'il y ait offre et la demande. Il faut que j'ai quelque chose que peu de gens d'autres peuvent apporter. Et donc, généralement, malheureusement, quand tu démarres et tu pars de zéro, tu n'as pas encore ces trucs qui sont uniques, Bien sûr, ouais. que tu peux apporter. Et ça prend du temps de les développer. Ça prend du temps de développer cette audience. Ça prend du temps de développer ces actifs, ces formations que tu peux vendre en automatique. Ça prend du temps de développer ce pitch de vente extrêmement optimisé qui peut tourner sans toi. Ça prend du temps de développer ces actifs financiers qui vont travailler à ta place. Ça prend du temps de développer cette équipe qui va te décharger du travail, etc. Donc, je pense que c'est souvent une erreur de démarrer en te disant mon objectif, c'est de travailler le moins possible. Moi, ce que j'essaie de vendre plutôt aux gens, c'est de dire OK, il y a vraiment ce travail, il est assez cool en fait. Pour moi, c'est assez cool de réfléchir à ces problèmes marketing, de créer ce contenu, de faire ces pages de vente, de faire ces formations. Donc, si tu devais accepter que pendant les prochaines années, que pendant le futur que tu peux prédire, tu vas travailler autant que n'importe qui. Tu vas travailler tes 35, 40, peut-être 45 heures par semaine. Tu vas travailler tes heures normales, mais petit à petit, tu vas gagner de plus en plus d'autonomie, d'indépendance, de flexibilité, de choix, de créativité. Il y a aussi plus de gens qui vont te suivre. Tu vas avoir plus d'impact sur le monde, etc. Petit à petit, tu vas gagner ça. Est-ce que ça t'intéresse? Je ne te promets pas une Lamborghini, je ne te dis pas que tu vas être millionnaire, je ne te dis pas que tu vas avoir des revenus passifs ou que tu vas être riche. Est-ce que ça t'intéresse toujours? Ouais. Et les gens que ça intéresse toujours, pour moi, ont une bonne chance de s'en tirer parce que la motivation, si tu veux, d'être riche à la fin ou du revenu passif, c'est difficile de pouvoir être maintenu là-dessus pendant les années que ça te prend pour l'acquérir. Et souvent, les gens qui arrivent à ce truc-là impressionnant étaient intrinsèquement motivés par leur travail au quotidien. Parce que l'esprit humain n'est pas fait pour rester motivé par des objectifs de si long terme. C'est pour ça que les gens ont du mal je sais pas, à maintenir, tu vois, un régime ou à maintenir un truc de sport. Et que souvent les gens qui vont faire du sport et qui vont être les gens super musclés ou les gens qui ont perdu du poids, etc. C'est les gens qui ont appris à prendre goût à leur programme de muscu ou à leur programme de course, plutôt que les gens qui se disent non mais si je continue comme ça, dans 3 ans j'aurai un corps de rêve. Parce que dans 3 ans j'aurai un corps de rêve, ton cerveau reptilien, ça lui dit rien, ça ne parle pas. Carrément. Ouais. Non, c'est intéressant. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est dans la vie pratique, on le voit, hein, forcément. Il faut que tu prennes du plaisir au quotidien dans ce que tu fais. Et les mecs qui sont balèzes comme ça, ils se forcent pas à aller à la salle de sport. C'est leur délire, ils adorent ça. Et c'est ce qu'on peut retrouver effectivement dans l'entrepreneuriat, quoi. Il faut qu'au quotidien, ça te plaise tout simplement. Et les choses viennent d'elles-mêmes. Ou au moins que tu aies un sens d'accomplissement. Tu vois, ça ne veut pas dire que c'est forcément rose tous les jours et que tous les jours tu fais ce qui te passe par la tête. Par exemple, tu vois, dans l'écriture du livre, c'est un processus long et parfois pénible et parfois fastidieux. Quand tu es à la 3e relecture, voilà, tu le fais. Après, voilà, ce que tu as, c'est que chaque jour, je sais que j'aurai accompli X pages, j'aurai accompli X mots, j'aurai avancé vers mon objectif. Voilà, j'aurai avancé d'un pas et je peux avoir quand même la satisfaction à la fin du travail bien fait et me dire que même si ce n'est pas forcément facile tous les jours, voilà, je peux avoir cette satisfaction-là. Et que je n'écris pas le livre en me disant, voilà, si j'écris le livre, plus tard, je n'aurai plus besoin d'écrire un livre, tu vois. Ouais. Plus tard, je pourrais être débarrassé de ça. J'écris aussi le livre en ayant la satisfaction d'écrire le livre, en me disant, tiens, c'est cool ce que je suis en train de faire et c'est quand même impressionnant de me dire que j'ai écrit un livre cette année, je vais vraiment être fier à la fin. Et du coup, tu vois, moi, ce que je fais très, très simplement ici, pour être très tactique, c'est que chaque jour, je notais sur un tableur combien d'heures j'ai travaillé sur le livre, combien de mots j'ai écrit, combien de pourcentage de mon total j'ai accompli. Et donc, du coup, chaque jour, je vois mon pourcentage avancer de 1, 2, 3%. Ce n'est pas énorme, mais voilà, 3% par jour, tu te dis, ah, c'est cool, tu vois, j'ai vraiment avancé. Et trouver un moyen comme ça de prendre chaque jour de la satisfaction dans le process, de dire voilà, j'ai mis une vidéo de plus en ligne, j'ai publié un truc, aujourd'hui j'ai contacté 5 nouveaux clients, c'est bien, aujourd'hui j'ai fait ci, aujourd'hui j'ai fait ça. Tu vas trouver une satisfaction dans ce processus au quotidien qui est beaucoup plus court terme
que la satisfaction de te dire, voilà, si je travaille comme ça, je vais finir riche, je vais plus avoir besoin de bosser. Parce que le fait de dire, si un jour je travaille comme ça, j'aurai plus besoin de bosser, ça renforce dans ton esprit l'envie de pas bosser. En fait, donc c'est compliqué d'être productif quand l'objectif c'est de pas bosser. Alors que si je dis mon objectif, c'est une vision de mon entreprise où je me dis, tiens, voilà, si je fais tout ça, l'année prochaine, j'aurai un livre, il y aura mon équipe, il y aura ci, il y aura ça, on va pouvoir faire ci. Si je suis excité par l'idée de dire que si j'accomplis mon projet, je pourrais faire ensuite des projets qui sont encore plus cool, je renforce dans mon esprit, l'idée que mes projets sont cool. Et même si au départ, tu commences sur des projets qui sont petits, qui n'impressionnent personne d'autre que toi, si toi, moi, tu pensais que ce projet est cool et qui va te mener à un autre projet encore plus cool après, tu peux prendre du plaisir sur des trucs qui sont très petits et très simples et très, tu vois, voilà. On reboucle sur le fait que la psychologie, c'est ultra important. Parce que là, tu remontes encore une fois que véritablement, tout ce qui est d'ordre psychologique, c'est essentiel, quoi. Que ce soit à titre personnel, pour faire des ventes, pour se lancer, c'est quand même le point central, hein. Comprendre ta propre psychologie et comprendre comment est-ce que la manière dont tu fixes des objectifs fonctionne et comprendre qu'il faut toujours qu'il y ait une carotte et qu'il y ait une satisfaction dans ce que tu fais. Donc, il faut trouver un moyen de le structurer de cette manière-là. Moi, je vais te donner un exemple. En ce moment, quand j'étais enfant, j'avais une passion pour le dessin. Idéalement, c'est un truc qui m'est revenu. Tu vois, je me dis, tiens, je pourrais dessiner. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je suis super nul parce que je recommence juste à dessiner. Donc, ce que je fais, ça ressemble à rien. Mais ce que je dis, c'est OK, chaque jour, je fais un dessin et je note la date. Et du coup, j'aime bien me dire, tiens, je peux feuilleter mes dessins et voir chaque jour, c'est un peu mieux que la veille, j'améliore. Et tiens, ça fait X jours que je fais du dessin et tiens, je me suis amélioré, etc. Donc, ce que je fais, tout le monde me dirait, c'est pas terrible ce que tu as fait, c'est un peu nul. Moi-même, je vois que c'est pas terrible. Mais j'arrive à trouver une satisfaction, tu vois, dans le fait de le faire un petit peu au quotidien et d'avancer sur un truc qui est modeste en me disant que voilà, peut-être que si je maintiens comme ça, dans 6 mois, je pourrais faire des dessins qui sont pas trop mal. Et si je maintiens pendant assez longtemps, dans 3 ans, je commencerai à plutôt être un bon dessinateur. Tu vois. Et c'est un peu la mentalité que tu peux avoir en entrepreneuriat. En jour 1, tu ne veux pas faire un truc génial, tu ne veux pas faire un super beau dessin. Mais si tu arrives à trouver une petite satisfaction dans le fait de dire, ah tiens, ça j'ai fait. Tu vois, j'ai fait mon site, j'ai fait ma page, j'ai avancé, j'ai contacté un client, j'ai écrit mon email, j'ai écrit ma vidéo. Ça s'additionne au fil du temps. Et c'est cette addition de petites journées qui se mettent les unes à la suite des autres, qui font un truc. Moi, aujourd'hui, c'est improbable. Tu vois. Je ne comprends pas comment j'ai atteint 300 000 abonnés sur YouTube. Ouais. Tu vois, je ne saurais pas te dire comment j'ai fait. La seule chose que j'ai fait, c'est que je me souviens d'avoir écrit plein de vidéos et chaque jour, j'ai écrit une vidéo et une vidéo après l'autre et ça atteint des résultats qui sont pas trop mal. Il y a le fait que tu te différencies. Tu fais quand même, il y a un gros boulot, quoi, quand même. Ça, je veux dire, quand on voit tes vidéos, c'est pas en claquant des doigts, quoi. Ce que je veux dire, c'est que la manière dont, si tu vois, si la mémoire que j'en ai de ce processus de travail, c'est d'avoir passé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à écrire des vidéos, à les enregistrer. Tu vois, c'est vraiment ça. Et du coup, concrètement, dans la réalité, ce que tu fais, c'est que tu es toujours en train de bosser sur un projet, tu as le nez dans un projet, et après avoir le nez dans un projet suffisamment, ça s'accumule pour avoir un truc. Tu vois, un truc qui est significatif. Mais il n'y a pas de moment où j'avais l'impression tu vois, que j'étais en train de faire, c'était la bascule. C'était juste simplement, chaque jour, je me dis, tiens, c'est quoi la prochaine vidéo? C'est quoi la prochaine vidéo? C'est quoi la prochaine vidéo? Et j'écris même mon truc, je le fais, je publie la vidéo suivante et ça s'accumule au fil du temps. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il n'y a rien de mal à commencer vraiment avec des trucs super petits parce que, Ah oui, carrément. voilà, De toute façon, les premières vidéos que j'ai faites ressemblaient à rien. Mais elles m'ont au moins exercé, tu vois, à quelques concepts de YouTube, à comprendre comment ça fonctionnait. Et elles m'ont permis d'itérer sur ce qui allait arriver après. Ouais. Et pour conclure cet entretien, est-ce qu'on peut imaginer que tu aies pris un nouveau goût pour l'écriture et que les vidéos YouTube que tu fais, tu te retrouves à avoir une dynastie des livres autour du marketing? Est-ce que c'est quelque chose qui te passe à l'esprit? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux être amené à faire? Tout simplement, plein de livres, puisque tu as quand même beaucoup d'expérience dans le marketing, tu as beaucoup de choses à dire. Et donc, finalement, ce livre que tu as mis peut-être longtemps à écrire, tu pourras en faire toute une gamme. J'y ai réfléchi. Ça m'intéresserait beaucoup de le faire. Ouais. Après, c'est vrai que du coup, après, il y a l'aspect stratégique. Tu vois, c'est quand tu passes tellement de temps à écrire un livre, forcément, en 2020, je pense pas remplir dessus.
Mais je pense qu'il y a pas mal de trucs à raconter. Un truc qui m'intéresserait, et je pense qu'un angle qui m'intéresserait de faire, c'est en fait faire la même chose qu'a fait Tim Ferriss. Tim Ferriss, il a fait un bouquin qui s'appelle La semaine de 4 heures sur la productivité, l'entrepreneuriat, etc. Il aurait très facilement pu faire une suite, l'entrepreneuriat, la productivité, etc. À la place, ce qu'il a été faire, c'est qu'il a fait un bouquin qui s'appelle For Body en anglais. Donc, en français, ils l'ont traduit bizarrement, mais en gros, c'est le même concept de hack, mais adapté au corps humain, à la perte de poids, au gain de muscles, etc. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'il recontextualise entièrement ce que c'est que la semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures, c'était te dire, il y a des limitations. Est-ce qu'il y a un moyen pour moi de, par des raccourcis, par le 80-20, de contourner ces limitations qui sont présentes? Et du coup, ensuite, il le fait sur la semaine de 4 heures, sur son bouquin sur le corps humain, et ensuite, il le fait sur son bouquin sur l'apprentissage. Et moi, ça m'intéresserait de faire un truc comme ça. Si le cœur de mon message ici, c'est la psychologie humaine et l'importance de la psychologie humaine pour vendre ton truc, plutôt que de refaire un autre bouquin sur le marketing, est-ce qu'il y a un moyen de reprendre ce cœur et l'adapter à quelque chose de différent? Et un truc auquel je pense, suite à notre conversation, c'est de me dire, est-ce que je peux faire un bouquin qui s'applique à la psychologie humaine, appliqué à toi-même et à ta productivité? Et comment surmonter ces blocages psychologiques? Ça pourrait être intéressant parce que ça recontextualise le premier livre que j'ai fait là-dessus. Voilà. Bon, du coup, le livre, tu vois, c'est un truc où tu as des hauts et des bas, mais je regarde un très bon souvenir du temps que j'ai passé à écrire ce livre. Et je pense que au départ, quand je l'ai commencé à écrire, j'étais assez frustré de la lenteur d'exécution. Et à un moment donné, j'ai fait ma paix en fait avec le temps que ça allait prendre et avec le fait qu'il fallait avancer un pied devant l'autre. Et quand j'ai commencé à être dans cette routine quotidienne d'écriture, dans ce process quotidien d'écriture, sans trop stresser de combien de temps ça allait prendre et en me disant, voilà, ça prendra le temps que ça va prendre et je vais faire le mieux que je peux et ça prendra le temps que ça fait. Et c'est devenu un exercice assez zen en fait. Ouais. Tu vois, de tous les jours avancer sur le livre, tous les jours tu mets un pied devant l'autre et jour après jour après jour après jour après jour, tu avances de quelques pourcents par jour et tu vois le truc qui grossit. Et ça, c'est un truc qui a été assez satisfaisant. Et pour cette raison, je pense que ça m'intéresserait de refaire l'exercice d'écrire un livre quand j'en aurai, tu vois, en fait, quand je verrai le temps et quand je me dirai là, c'est le cas de reprendre. Parce que du coup, maintenant, j'ai perdu cet avantage du débutant qui est de l'optimisme, Ouais, c'est-à-dire de dire ouais, je peux le faire en 6 semaines, tu vois. Une fois que je me suis confronté à la réalité, je sais que c'est ça. En fait, ça serait impossible d'écrire un livre plus rapidement que celui que j'ai écrit là, et pour atteindre le niveau de qualité que moi je rechercherais. Et peut-être que ça pourrait prendre encore plus longtemps si j'avais la moindre blocage de l'écrivain ou tu vois, le moindre problème, ou si je changeais d'avis au cours de route. Je pense qu'il pourrait facilement prendre plus longtemps, mais au moins 6 mois. Donc, du coup, j'ai plus cet optimisme du départ de me dire je vais réussir rapidement et ça va se faire vite fait. Ce qui fait que, voilà, du coup, ça se pèse vraiment, tu vois. Mais c'est clair que, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à l'âge que j'ai et là où j'en suis dans ma carrière, c'est clair que j'écrirai d'autres livres parce que je pense qu'il y aura des étapes suivantes, il y aura des chapitres suivants de ma carrière où je me dirai, tiens, là, je pense que j'ai vraiment un message différent à partager qui n'était plus le message que je voulais partager en janvier 2020. Le message que j'ai partagé en janvier 2020, il est toujours bien, mais je n'ai pas besoin de le refaire. Et donc, je vais faire un truc qui est un peu différent, qui reprend certains éléments d'ADN, mais dans un marché différent. Ça serait un peu, voilà, du coup, le coup à la Tim Ferriss. Moi, j'ai une grande, grande admiration pour ce gars et pour le fait de se dire, OK, j'ai un truc qui est garanti, de refaire la même chose parce que mon livre précédent a tellement bien marché que j'ai qu'à refaire plus ou moins la même chose et à faire une suite et les gens l'achèteront les yeux fermés. Mais non, moi, je vais aller prendre un risque, je vais faire un truc totalement différent en me disant j'ai envie de me redéfinir et aller me challenger. Et on peut vraiment applaudir cette décision qu'il a faite, tu vois, d'un point de vue créatif. Et ça lui permet aujourd'hui de faire un peu ce qu'il veut sur son podcast. Il interviewe qui il veut, il fait plein de trucs parce qu'il ne s'est pas laissé bloquer en fait dans ce succès initial qu'il avait eu. Oui, bien sûr. Ouais. Toi, au-delà de l'aspect du livre, là, toi, tu te vois d'ici aller, parce que moi, tu me disais que tu ne te voyais pas forcément à très long terme dans tes projets, mais d'ici aller dans 2 ans, dans 5 ans, est-ce que tu as une volonté de grossir la chaîne? Est-ce que tu vas tu as des projets alternatifs que tu dis peut-être pas, mais voilà, c'est quoi dans 5 ans, allez, si on se dit dans 5 ans? Donc, je vais donner un horizon de 1 an, ensuite je vais donner un horizon de 5 ans. Ouais. L'horizon de 1 an aujourd'hui, c'est pour moi le retour aux fondamentaux. Donc, sur 1 an, c'est vraiment retourner à ma chaîne YouTube. Parce que l'année dernière, j'ai fait très peu de vidéos. Enfin, cette année plutôt. Ouais. Alors, en 2019, j'ai fait 9 vidéos. Et là, on est en décembre, il y en a 2 qui vont sortir. Donc, j'aurais fait 11 vidéos sur l'année entière.
c'est quand même très peu. Sachant que YouTube, c'est mon canal principal. Heureusement, les vidéos que j'ai faites, pour le coup, elles ont vraiment bien marché, Ah ouais, ce qui fait que j'ai gagné 115 000 abonnés cette année. C'est énorme et j'en suis très content de la croissance que j'ai eue sur YouTube. Mais j'ai aussi conscience que 9 vidéos, c'est trop peu. 11 vidéos, c'est trop peu. Donc, l'année prochaine, ce que je voulais faire, c'est que libérer du coup de ce projet du livre qui était une grande partie de mon attention cette année, une grande priorité. Je vais revenir aux fondamentaux sur la chaîne pour continuer à construire à mon équipe, développer mon équipe, faire plus de vidéos sur YouTube, grossir la chaîne, promouvoir le livre, faire des formations. Donc, revenir un petit peu aux fondamentaux et ne pas l'année prochaine. Voilà. Comme le livre, c'était quand même un gros projet qui sortait un petit peu de mes cordes habituelles et de mes éléments qui étaient garantis et de ce que j'avais fait par le passé. C'était un projet qui était tellement significatif. Je pense que là, j'ai une volonté, j'ai un besoin de revenir sur mes acquis, notamment sur YouTube. Maintenant, sur un horizon de 5 ans, moi, il y a quelque chose dont je parle beaucoup avec mon équipe et c'est l'idée que, à terme, ça m'intéresserait de pouvoir utiliser l'équipe aujourd'hui très talentueuse que j'ai sur Marketing Mania et de les aider à développer leurs propres projets avec un système, tu vois, de part. Parce qu'on parle beaucoup en interne de différentes idées, de différents projets. Le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, notre cœur de business sur la formation fonctionne tellement bien qu'en comparaison, tout ce qu'on a à côté semble un peu rikiki en fait. Et Ouais. j'ai réalisé que la manière dont on allait pouvoir développer des projets qui allaient s'éloigner de ça, c'était de séparer, d'avoir des gens qui s'occupent de ça. Donc là, il y a déjà une version embryonnaire de ça qu'on a fait, pas si embryonnaire que ça d'ailleurs, une version établie de ça qu'on a fait. C'est notre pôle de coaching et de consulting. Et maintenant, ça fonctionne, c'est que j'ai chargé Paul, qui a été mon bras droit pendant longtemps et qui connaît toutes mes techniques, de monter ce pôle et d'en s'en occuper et que ce soit son truc à plein temps et que ce soit là-dessus qu'il passe tout son temps. Ce qui veut dire que même si moi, j'ai d'autres chats à fouetter, on va dire. Il y a deux personnes qui sont à plein temps là-dessus et qui vont vraiment mettre leur cerveau sur comment est-ce qu'on peut développer ça, comment est-ce qu'on peut grandir, comment est-ce qu'on peut trouver plus de clients sur le coaching et le consulting, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je cherche à développer avec mon équipe au fur et à mesure, qui monte en compétences et qu'ils ont envie de faire de nouveaux projets et de développer essentiellement des projets qui sont annexes. Donc, on a différentes versions de cette idée qui tourne. Une idée, ça serait de faire une forme d'incubateur essentiellement, donc de prendre des entrepreneurs et de les aider avec du financement, mais aussi avec mon équipe qui peut les aider à appliquer tous mes concepts, essentiellement leur donner un marketeur en échange de prendre des parts dans leur boîte, Ouais. ou alors simplement voilà, mon équipe, quelqu'un a une idée, je lui fais OK, on va créer un spin-off et monter ces projets-là. Donc ça, c'est un truc qui m'excite pas mal parce que en fait, moi, j'ai toujours envie de créer du contenu et j'ai toujours envie de faire marketing mania. Donc, j'ai pas envie forcément de diviser mon attention. Mais d'un autre côté, j'ai toujours des nouvelles idées de projets que j'ai envie de faire. Donc, j'ai bien conscience que je ne peux pas être partout et je ne peux pas faire les deux. Et que donc, la manière dont je peux faire les deux, c'est en fait en formant des gens au sein de Marketing Mania dans mon équipe pour qu'eux, ils comprennent bien mes méthodes et mes techniques et ils soient formés par moi directement. Et ensuite, en m'appuyant sur eux pour pouvoir exécuter ces projets en me disant le projet, il a besoin d'une personne à plein temps, mais ça ne peut pas être moi. Donc, ça, c'est un peu la vision, tu vois, à plus long terme que j'ai en termes de mon équipe, en termes de mon entreprise et en termes de comment est-ce que Marketing Mania peut faire levier sur autre chose. Parce qu'un des grands atouts que j'ai via Marketing Mania et qui peut être facile à sous-estimer, c'est que je peux recruter en fait des gens talentueux, ambitieux, qui ont vraiment envie de travailler avec moi. Donc, j'ai un avantage en termes de recrutement sur le marché du travail, qui est de dire les gens ont envie de travailler avec moi et ont envie d'apprendre mes techniques. Donc, je peux recruter des gens qui sont vachement ambitieux et qui sont prêts à travailler dur et qui sont prêts à monter des projets et qui seront prêts plus tard à porter un projet parce qu'ils sont dans mon audience et parce que je peux, quand je poste une offre, avoir des centaines de candidats Bien sûr, et hein. trouver la meilleure personne. Donc, du coup, ça, c'est aussi un avantage que je pense que, tu vois, sur le moyen terme, que je pourrais exploiter en recrutant des gens, les formant en interne quelques années, en leur permettant de développer de nouveaux projets et à terme, euh, pouvoir utiliser Marketing Mania pour incuber Ouais, différentes carrément. idées. Donc, il y a plein de manières de le faire, mais ça serait ma vision à 5 ans. D'accord, ok. Bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup en tout cas pour cette interview. C'était vraiment sympa. Merci Et de puis, m'avoir invité. rendez-vous 31 janvier pour la sortie. Et bah, j'invite tout le monde à acquérir ce livre parce que bon, c'est tout simplement hein, ce que tu propages hein, dans tes vidéos. Là, il y a un vrai condensé d'informations et tu as toute l'expérience pour que les jeunes entrepreneurs et les entrepreneurs en général puissent grossir à travers tout ce qui est psychologie, qui est quand même essentiel. Voilà. Merci en tout cas, Olivier, pour ton invitation. C'était
très sympa pour toi de me recevoir. Et puis, c'était cool de pouvoir discuter de tout ça. Moi, c'est des sujets qui me passionnent, donc je suis toujours content d'en parler. Ok, je t'en remercie.